Ok, bonjour. Je vous remercie d'être présent à ce deuxième cours de la série Invasion biologique. J'espère que vous étiez là au premier, que c'est pas tout le monde s'est enfui après le premier cours et c'est des nouveaux qui viennent. D'abord parce que pour mon moral ce serait pas bien, mais c'est aussi que ça va être une suite, que donc j'espère que vous allez suivre, que vous êtes remis du premier cours déjà et du premier séminaire. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'impact écologique et de coûts économiques des invasions biologiques. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de ce que font les invasions biologiques. Comme la dernière fois, je vous l'avais mentionné, même si je ne l'ai pas vraiment fait la dernière fois, on va s'appuyer sur des travaux de recherche récents ou en cours, notamment de mon équipe et des collaborateurs avec lesquels je travaille. Et je vais décomposer ce cours en 3 parties. D'abord, je vais vous parler du paradoxe des invasions biologiques. Si vous avez suivi la leçon inaugurale, vous saurez que j'aime bien les paradoxes. Ensuite, on va parler de coûts économiques des invasions biologiques. Et enfin, de manière assez brève, d'impact écologique. Mais d'abord, je vais vous faire un très très bref récapitulatif de ce qu'on a vu la dernière fois, histoire de vous remettre un petit peu dans le bain. La dernière fois, on a vu qu'il y avait de très nombreuses espèces envahissantes. Si vous regardez ici, si vous vous rappelez sur cette carte, le nombre d'espèces en fonction de la couleur, vous voyez que dans le monde, il y a énormément d'espèces envahissantes dans le monde. On avait vu aussi qu'elles appartenaient à de très nombreux groupes taxonomiques. Ici, avec cette illustration que je vous avais faite sur la liste des 100 parmi les pires, donc une espèce de liste de communication pour montrer 100 cas qui étaient vraiment très frappants et qui montraient aussi qu'il y avait un petit peu de tous les groupes taxonomiques. On avait vu que ça concernait toutes les régions du monde, donc ça partait de toutes les régions du monde et ça arrivait dans toutes les régions du monde. On avait également vu que ça concernait tous les habitats, l'eau douce, les habitats marins et les habitats terrestres, que c'était en augmentation constante, quel que soit le groupe taxonomique et quelle que soit la région dans le monde. On est non seulement en augmentation constante, mais en augmentation accélérée, que ces invasions ont une magnitude pour la plupart très importante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement beaucoup d'invasions, mais lorsqu'il y a une invasion, ça prend des proportions qui sont souvent très très importantes. Je vous avais donné cet exemple avec la biomasse cumulée de tous les grands herbivores australiens. Et enfin, je vous avais parlé des effets écologiques qui étaient importants, et pour cela, je n'avais pas vraiment passé en revue tous ces impacts écologiques. Ce que j'avais fait, c'est qu'avec l'exemple de la perche du Nil, je vous avais montré comment une introduction pouvait avoir plein d'impacts différents sur l'écosystème. Donc, on a une menace majeure pour la biodiversité. 60% des extinctions mondiales, seules ou associées à d'autres facteurs, sont liées aux invasions biologiques. On a déjà documenté plus de 1200 extinctions locales d'espèces indigènes, d'espèces natives. Et alors, parfois, ce sont des espèces qu'on appelle endémiques, c'est-à-dire qui ne vivent nulle part ailleurs. Et donc, ce sont du coup des extinctions locales qui sont aussi globales. Et puis on avait vu qu'il y avait des impacts sur les humains, en plus des impacts sur la nature, des impacts sur les contributions de la nature aux humains et sur la qualité de vie. On avait vu de manière un petit peu plus longue les impacts sur la santé humaine, notamment grâce au séminaire sur les invasions biologiques et l'épidémiologie de Christophe Diagne. Et je vous avais mentionné très rapidement qu'il y avait aussi des impacts sur les économies, des pertes agricoles, en foresterie, infrastructures, tourisme, immobilier, coûts de gestion, etc., qui touchaient de très nombreux secteurs et qui étaient très élevés. Mais là, je n'avais pas forcément été dans les détails parce que je me réservais ça pour aujourd'hui. Et en fait, je ne vais pas vous faire ça tout seul, donc je vais vous en parler pendant cette heure, une bonne partie de l'heure, mais surtout, j'ai invité Anne-Charlotte Vessière, qui est chercheuse au CNRS et qui est économiste de l'environnement et qui a travaillé avec moi sur les travaux que je vais vous présenter
sur l'économie des invasions biologiques et qui vous fera un séminaire spécifiquement sur l'économie et la science des invasions. Donc juste après moi, donc vous n'avez pas le droit de partir. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu des impacts et on va commencer par un paradoxe. Donc la légionnaire d'automne, ça va être l'exemple sur lequel je vais démarrer ce cours, qu'on appelle aussi la noctuelle américaine du maïs, ou Fall Army Worm en anglais. Elle est originaire des Amériques. Vous voyez ici les points bleus. Bon, elle est un petit peu partout dans les deux Amériques, ou les trois Amériques, avec l'Amérique centrale. Et elle a été détectée pour la première fois en Afrique de l'Ouest en 2016. L'adulte, donc c'est un lépidoptère, hein, donc il y a la chenille et le papillon. Et le papillon, lui, il peut voler jusqu'à 100 km par nuit. Donc vous imaginez la propagation que ça peut faire. Et en fait, il a envahi plus de 40 pays africains en quelques mois seulement. Je ne sais pas si vous imaginez, en quelques mois, plus de 40 pays en Afrique. Il y a 54 pays en Afrique. Donc la majorité de l'Afrique a été envahie. 2 ans après, il s'est propagé en Asie. Il a atteint une vingtaine de pays, et notamment 2 énormes pays producteurs, la Chine et l'Inde. Et 1 an plus tard, il avait atteint déjà l'Océanie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et il continue sa progression à l'intérieur de ces continents. C'est un problème parce que c'est une espèce qui s'attaque à plus de 80 espèces de plantes, dont le maïs, le riz, le sorgho, le millet, la canne à sucre, les cultures léguminaires, le coton. Il peut entraîner jusqu'à 1/3 de perte de rendement, donc c'est quelque chose de vraiment énorme, des rendements vraiment assez catastrophiques dans certaines régions. Et les pertes économiques dues à cette invasion, on les estime à plusieurs milliards de dollars. Et ça affecte surtout les petits exploitants agricoles. Vous imaginez, quand vous avez une petite exploitation et qu'au moins 1/3 est complètement ravagé par cette bestiole, c'est quelque chose d'assez problématique. Donc on a une invasion qui est vraiment fulgurante de l'ensemble de l'hémisphère sud. En 3 ans à peu près, si vous regardez un petit peu, si vous avez en tête un petit peu le temps que les administrations, et notamment à l'international, mettent à mettre n'importe quel programme en branle, c'est 3 ans, c'est beaucoup trop rapide. C'est une calamité pour l'agriculture dans de nombreux pays qui vont dépendre de l'agriculture. Une catastrophe humaine, évidemment, dans de nombreux cas. Vous avez beaucoup de petits exploitants qui ont été mis sur la paille à cause de ça. Et une méconnaissance presque totale du problème. Juste par curiosité, ici dans cette salle, est-ce que vous pouvez lever la main si vous connaissez la légionnaire d'automne? 2. Ok, on a 5 personnes. Donc vous voyez que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et pourtant, vous imaginez les ravages que ça a fait dans ces pays. Plus de 80 plantes cultivées qui sont attaquées, des champs qui sont complètement ravagés, etc. Et donc on a ce paradoxe des invasions biologiques avec un public et des décideurs qui ne sont pas vraiment conscients d'un problème qui est pourtant de tout premier ordre. Et ce n'est pas seulement pour la légionnaire d'automne. C'est les invasions biologiques en général, c'est d'énormes problèmes écologiques. Une des premières causes de perte de biodiversité actuelle, la première cause de perte de biodiversité passée récente. Des problèmes sanitaires très importants, vous vous souvenez du séminaire de la semaine dernière, des problèmes sociaux, économiques, j'espère que vous allez en prendre conscience aujourd'hui, et pourtant, c'est assez peu connu ou reconnu comme problème. Vous connaissez tous le changement climatique, la déforestation, la pollution, mais les invasions biologiques, c'est beaucoup moins connu. Et la question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que les politiques, les citoyens, qui sont en général prêts à protéger la biodiversité, ne connaissent pas les invasions biologiques ou alors ne s'en préoccupent pas vraiment. Et c'est une vraie question, hein, c'est une question que je me suis posée en tant que scientifique pendant quelques années et à laquelle j'ai essayé d'apporter une réponse avec mon équipe. Donc on a planché un petit peu sur le problème pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'était un des 5 facteurs globaux de perte de biodiversité et pourquoi on connaissait moins bien que les autres.
Et on est arrivé avec 24 en fait, particularités qui faisaient que les invasions biologiques étaient plus difficiles à comprendre, étaient plus difficiles pour passer des alertes au public, plus difficiles pour un public ou pour des décideurs à soutenir, par exemple les programmes de conservation, et aussi ces programmes de conservation étaient plus difficiles à implémenter que des programmes sur la déforestation, etc. Alors ça, c'est les 24 difficultés avec les quatre catégories que je viens de vous dire ici. Alors, je ne vais pas les détailler. En fait, je vais les détailler dans le cours numéro 3, la semaine prochaine. Je veux juste insister sur une seule ici, qui est la difficulté de mesurer et de démontrer des impacts. C'est beaucoup plus facile avec la déforestation ou avec la pollution de dire ah, regardez, une marée noire, une grosse pollution. Des tonnes de plastique, on ne peut plus nager, pollution. C'est plus compliqué lorsque vous avez une invasion de plantes, par exemple. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement dans le public, c'est aussi quelque chose qui est dans le monde scientifique. Je vais prendre cet exemple d'une étude qui est parue dans Nature il y a quelques années. Donc Nature, c'est la référence encore au niveau des publications scientifiques. Et en fait, cette étude, elle prenait de manière exhaustive toutes les invasions biologiques qui avaient eu lieu en Afrique du Sud. Et donc, elle révélait que 775 espèces exotiques envahissantes, hein, sont responsables d'environ un quart de la perte de biodiversité du pays. Vous imaginez 25% de la biodiversité du pays qui est affectée, consomment plus de 100 millions de litres d'eau par jour, c'est-à-dire que tout le reste de la biodiversité en pâtit, mais également les populations humaines, et coûte plus de 450 millions de dollars par an. Et cette étude qui a vraiment fait beaucoup de bruit, parce que c'était une étude vraiment très, très solide, hein, qui était basée sur un rapport qui avait mis plusieurs années à être créé par pas mal d'experts locaux. Et l'Afrique du Sud, c'est un des grands pôles de recherche sur les invasions biologiques dans le monde. Et donc, ils ont fait cet article dans Nature, et il y a eu un édito qui a été fait par Nature. Et cet édito, en fait, disait que les espèces exotiques envahissantes en Afrique du Sud goulaient toute l'eau et coûtaient 450 millions de dollars. Rien sur la biodiversité. La biodiversité, ce n'est pas tellement intéressant. Ce qui est important, forcément, c'est ce qui va affecter les humains, et notamment l'argent. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de démontrer les impacts de manière un petit peu plus tangible. Et pour ça, on voulait trouver une métrique standardisée et familière qui pourrait toucher aussi les non-scientifiques et en particulier les décideurs. Parce que visiblement, expliquer que les petites grenouilles au Nicaragua risquent de s'éteindre, ça touche beaucoup moins que vous allez perdre tant de millions de dollars. Et donc, on s'est dit, on va essayer de travailler pour une prise de conscience sur l'argent. D'abord parce que les gens n'aiment pas trop ce qui leur coûte de l'argent, et du coup, les politiciens n'aiment pas trop non plus que les gens sachent qu'il y a de l'argent qui va être perdu. Donc, on s'est dit, on va essayer de regarder un petit peu les impacts écologiques, les coûts économiques des invasions pour essayer de quantifier ça un petit peu. Alors en fait, il existe des études sur les coûts économiques, il en existe même pas mal, hein, et en fait, c'est en augmentation. Le problème, c'est qu'elles sont toutes restreintes à certaines régions, à certaines espèces, à certains secteurs d'activité. Vous avez par exemple le coût économique des insectes qui affectent les forêts aux États-Unis. Donc, il y a pas mal d'études, mais elles sont toujours très, très spécifiques. Et en fait, je vais vous donner ici l'exemple de cette étude. C'est juste un exemple, hein, mais vous allez voir que c'est toujours assez spécifique. Vous avez par exemple une étude qui démontre les dégâts de la moule zébrée, vous vous souvenez, la semaine dernière, dans les Grands Lacs canadiens, sur les canalisations entre 91 et 97. Puis vous avez une étude qui va parler des coûts économiques qui sont liés à la centaine de milliers d'hospitalisations par an qui est due à la fourmi de feu aux États-Unis. Des choses qui sont quand même assez différentes. Puis vous avez une autre étude en Amérique du Sud, donc sur tout le continent cette fois-ci, sur le budget de contrôle du moustique tigre. Donc là, c'est un budget de gestion, c'est plus un coût.
Et cette fois-ci, c'est un budget jusqu'en 2030, donc ce n'est pas des coûts qui sont déjà dépensés. Vous avez ici les pertes qui sont agricoles qui sont et aussi sur les coûts de santé de l'ambroisie en Europe, de 2012 à 2017. Vous avez ici les coûts qui sont liés aux voies de navigation qui sont bouchées par la Russie dans 14 pays africains depuis 1995, donc encore des dates différentes et des aires géographiques différentes. Ici, vous avez les coûts de gestion, encore une fois, uniquement des mammifères envahissants, uniquement dans les îles japonaises et uniquement pour une année. Et enfin, vous avez les coûts qui sont modélisés si jamais le serpent arboricole brun, vous vous souvenez, il est à Guam, s'il arrivait en Australie, quel coût économique ça pourrait avoir. Donc des coûts ici qui sont potentiels. Et donc, vous voyez bien qu'il y a des différences dans les échelles de temps, dans les localisations, dans les types de coûts, qui sont soit des dégâts subis, soit de la gestion, donc quelque chose de réactif ou de proactif. Et puis, vous avez soit des coûts qui sont observés, soit des coûts qui sont potentiels. Donc, on ne peut tout simplement pas compiler tous ces coûts, faire des sommes, puisque c'est des années, des échelles temporelles différentes, des types de coûts différents. Et donc, on ne peut pas non plus comparer ces coûts-là, ces sets-là. C'est difficile de les comparer les uns aux autres. Et donc, on ne peut pas faire de synthèse. On ne peut pas savoir quels sont les coûts économiques des invasions dans toute l'Afrique ou des invasions de toutes les plantes aquatiques. Et donc on s'est dit, comme ce n'est pas standardisé et donc on ne peut pas compiler et comparer, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à faire une synthèse globale qui soit fiable et qui soit basée sur une standardisation de tous ces coûts. Et ça, c'est le projet InvaCost, que j'ai commencé en 2014, et qui est la première compilation globale des coûts économiques publiés des invasions biologiques. Cette synthèse, on l'a faite dans 25 langues différentes. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a synthétisé toutes les études publiées qui avaient des estimations de coûts économiques dans les invasions biologiques. Donc, j'insiste sur le fait que ce que je vais vous raconter maintenant, ce n'est pas basé sur des extrapolations qu'on a faites ou des calculs savants pour essayer d'estimer un coût. On a juste regardé toutes les études qui avaient été déjà faites et on les a standardisées pour pouvoir les comparer. D'accord ? Donc, il y avait plusieurs types de standardisation, mais ça, évidemment, ça impliquait d'avoir une conversion dans une monnaie unique en prenant en compte l'année pour pouvoir prendre en compte les taux d'échange, l'inflation, etc. Donc la monnaie unique, c'était le dollar de la valeur de 2017. Et puis, pour chaque étude scientifique, lorsqu'on avait un coût, en fait, on le décrivait avec toute une catégorie avec 4 catégories de variables. D'abord, toutes les catégories qui ont trait à la publication elle-même, à l'étude. Ensuite, à la taxonomie, quelle espèce est envahissante. À l'étude, la couverture spatiale, la couverture temporelle, l'aire impacté. Et à la typologie des coûts, quel secteur économique est impacté, la méthodologie qui a été utilisée, la nature des coûts, etc. Et donc, au total, on avait 64 descripteurs pour chaque coûts économiques qu'on avait réussi à collecter dans la littérature. Après, cette typologie des coûts, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais juste vous expliquer 2 types de typologie parce que ce n'est pas forcément évident de savoir comment est-ce qu'on a fait ça. Donc, en fait, il n'existait pas, à ma connaissance, de typologie des coûts économiques des invasions biologiques. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé tout simplement en 4 grandes parties les coûts économiques, qui sont les biens et les services, la santé humaine, les processus des écosystèmes et l'écologie. Ensuite, j'ai divisé en 3 autres parties, la prévention, les dommages et la réponse, la gestion. Et ça nous donne en fait 12 catégories, puisque chacune de ces 4 parties est divisée en 3 autres parties. Okay ? On a 12 catégories, et en fait, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. N'importe quel coût économique des invasions biologiques se met dans une de ces 12 cases. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a un gradient de l'écologie au processus écosystémique, à la santé humaine et aux biens et services, qui est un gradient à la fois de l'utilité directe pour les humains, du moins utile direct au plus utile direct, et aussi de la monétisation
le fait de pouvoir le calculer en dollars, en l'occurrence. De moins ici, hein, par exemple, l'extinction d'une espèce ou que je vois pas bien, la régulation du carbone ou la séquestration du carbone, c'est moins difficilement monétisable que les services écosystémiques, la production d'agriculture par exemple. Et donc en fait, on a très peu d'études scientifiques qui se sont appliquées à cette partie-là. On a peu d'études qui nous montrent quel est le coût sur la pollinisation ou la fertilisation des sols. Et on en a beaucoup sur les pertes d'infrastructures, etc. Donc on va avoir une typologie comme ça. Et ensuite, on a un deuxième type de typologie qu'on a utilisé, c'est est-ce que les données sont fiables ou non? Est-ce qu'elles sont robustes ou non? Est-ce qu'elles sont reproductibles ou non? On a voulu faire la distinction parce qu'après, lorsqu'on allait étudier toutes les données qu'on avait, on ne voulait pas mettre sur le même plan les études qui étaient un peu moins solides que d'autres. Donc pour ça, on a regardé d'abord les données qui étaient soit observées, soit potentielles, et alors pardon, non, soit de dommages, soit de gestion, soit observées, soit potentielles. Et en fait, si on croise les deux, eh bien, on a récupéré enfin, on a tout récupéré, mais on a mis de côté, on a labellisé, on a mis un petit drapeau sur toutes les espèces, tous les coups qui étaient à la fois observés et fiabilité haute. Alors, la différence entre fiabilité haute et basse, en fait, j'ai été un peu vite là-dessus. Fiabilité haute, c'est lorsque les données étaient présentes dans l'article et lorsque les méthodes étaient présentes dans l'article. Si les deux étaient présents, alors fiabilité haute. Si les scientifiques disaient on a trouvé 2 millions de dollars, mais qui ne nous expliquaient pas comment ils les avaient trouvés, alors c'était fiabilité basse. Et donc, en fait, on a au final récupéré, enfin, mis de côté uniquement les données qu'on appelle les données robustes. Et tout ce que je vais vous montrer par la suite, c'est uniquement sur cette petite partie de la base de données. Donc la base de données, c'est 13 500 données de coûts. Alors, j'ai mis 64 tout à l'heure, on avait trouvé un 65e, si je me souviens bien, c'était de savoir si c'était sur une île ou sur le continent. Parce qu'après, ça nous intéresse d'essayer de savoir si les coûts sont plus élevés sur les îles, sur les continents et sur plein d'autres descripteurs comme ça. Cette base de données concernait près de 1000 espèces exotiques envahissantes dans 174 pays. Donc une énorme base de données. Une base de données tellement énorme, avec tellement de potentiel, qu'en fait, on en avait trop dans notre petite équipe pour analyser tout ce qui était potentiellement analysable. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à des collègues. Donc, la base de données, je l'ai mise sur ce qu'on appelle science ouverte, disponible pour tout le monde. J'ai créé 2 workshops successifs pour partager cette base de données, partager les idées d'analyse qu'on pouvait en faire et pour lancer des projets d'analyse, tous ensemble. Là, on était du coup des équipes un peu plus importantes. Donc, on a eu d'abord 47 participants, puis 44, en accent vraiment sur les jeunes scientifiques, les thésards, les postdocs. Les postdocs, ce sont ceux qui ont déjà une thèse mais qui n'ont pas encore un poste permanent et souvent qui vont faire un stage de 1 à 5 ans à l'étranger pour avoir une seconde expérience avant de trouver un poste permanent. On a essayé aussi d'avoir une représentation équilibrée homme-femme et de un peu tous les pays, puisque un petit peu comme partout en sciences, il y a un énorme biais scientifique au niveau géographique, avec surtout les pays, on va dire, occidentaux qui sont très représentés et qui sont souvent sursollicités. Donc on avait 35 pays à peu près, des 5 continents. Et puis on avait plusieurs disciplines, des écologues, des économistes, des gestionnaires, des modélisateurs, des statisticiens, etc. Ici, si vous voyez, il y a Christophe Diane que vous avez eu la semaine dernière. Et je ne vois pas bien, mais il y a Anne-Charlotte quelque part. Je me demande si elle n'est pas ici. Et donc, au final, tous ces gens-là ont ramené aussi leurs collègues de différents pays. Le collègue turc a ramené 5 autres Turcs qui travaillaient sur d'autres aspects complémentaires. Et donc, on est maintenant plus de 150 de 44 pays différents
Ici, chaque point, c'est un auteur, et chaque trait, c'est une collaboration. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très collaboratif. Bon, c'est souvent le cas en recherche de nos jours, mais le programme InvaCost est particulièrement collaboratif. Alors, ça c'était un petit peu la méthode, mais j'imagine que vous voulez savoir c'est quoi les résultats, une fois qu'on a cette énorme base de données, combien ça coûte les invasions biologiques. Alors, il y a cinq messages principaux qu'on a tirés de cette base de données. Le premier, c'est que les coûts économiques sont énormes. C'est pour ça que j'ai mis des espèces énormes ici. OK, comme ça vous rappelez. Énorme. 2168 milliards de 1970 à 2017, qui est l'année où on avait arrêté ça. 2000 milliards. 2000 milliards, c'est un peu difficile de comprendre ce que ça vaut. En 2019, qui est la dernière année, en fait, là, on a fait une première étude jusqu'en 2017, puis 2 ans après, on en a fait une autre. Là, on en était à 423 milliards. 423 milliards, c'est le chiffre que vous trouverez un petit peu partout. C'est celui qu'on a donné à l'IPBES quand il a fait son rapport global. 423 milliards. Alors, 423 milliards, moi, je ne vois pas trop ce que c'est. Si vous êtes comme moi, ni banquier ni trader, 423 milliards par an, ça a l'air beaucoup, mais c'est difficile de se rendre compte un peu. Du coup, j'ai cherché un petit peu des analogies. 423 milliards, pour une année, ça excède largement le PIB de 50 des 54 pays africains pour cette année-là. C'est aussi plus de 80 fois les budgets combinés des Nations Unies et de l'OMS. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'énorme. Une dernière extrapolation qu'on a faite il n'y a pas longtemps, là, en moyenne, par pays, ça correspond à peu près au budget annuel, soit du ministère de l'Enseignement, ou de l'Éducation, soit du ministère de la Santé. Donc il y a certains pays qui ont des budgets plus importants, d'autres moins importants, mais en moyenne, c'est ce que ça fait. Donc des coûts qui sont vraiment très très importants pour la société. Une dernière métaphore qu'on a faite, c'est qu'on a comparé ça aux catastrophes naturelles. Vous voyez ici les tempêtes, les tremblements de terre, les inondations, les sécheresses, les méga-feux, etc. Et vous voyez qu'en fait, en termes de coûts, on est du même ordre de grandeur. On est un peu moins que les tempêtes, on est un petit peu plus que les inondations ou les tremblements de terre. Et en termes d'augmentation des coûts, donc entre 1980 et 2020, eh bien en fait, c'est ce qui augmente le plus important. Mais ce sont des processus lents et qui sont donc moins évidents. Ce qu'il faut voir, c'est que nos sociétés se préparent au tremblement de terre. On construit des immeubles avec des systèmes qui vont limiter les effets des tremblements de terre. On a des actions très rapides pour tout de suite intervenir quand il y a des inondations, des méga-feux, des invasions biologiques, il n'y a rien de tout ça. Deuxième message important, les coûts économiques en croissance constante. Vous voyez ici cette belle droite-là sur les coûts en fonction du temps. En fait, ce n'est pas une droite, parce qu'ici, on a une échelle logarithmique. Vous voyez ici 100, 1000, 10 000, 100 000. À chaque niveau, on fait x10, un ordre de grandeur. Et donc, en fait, si vous aviez une échelle normale, en fait, ça ferait une exponentielle comme ça. Donc, on est en croissance accélérée. En fait, ces coûts, ils quadruplent chaque décennie. Et quand je vous dis 423 milliards, c'est en 2019, donc c'est déjà, il y a une demi-décennie. Okay ? Troisième message, on a un manque de prévention et de gestion très important. On subit ces coûts. La plupart des coûts, 90% des coûts, c'est des coûts qui sont subis, de dommages et de pertes. Ce n'est pas des coûts proactifs ou réactifs de gestion. Vous voyez ici, c'est ce qui est en bleu clair, c'est les mélanges. Et ce qui est en violet clair, c'est les coûts de gestion. Et ce qui est en violet plus intense, fuchsia, on va dire, c'est les coûts de perte. Donc la gestion, elle est coûteuse, hein, c'est sûr, et donc ça vaut la peine de le faire parce que les coûts sont 10 fois plus coûteux que la gestion. Et ces coûts de dommages et de pertes, non seulement ils sont 10 fois plus importants, mais ils augmentent plus vite. Si vous regardez ici, la courbe rouge, ici, c'est la courbe de dommages et de pertes.
et alors je dis courbe parce qu'on est en échelle logistique encore, elle augmente beaucoup plus vite que celle-ci, que celle de la gestion. Et rappelez-vous, je vous avais montré cette courbe la dernière fois, à la fin du cours, qui était une courbe qui montre à la fois l'ère d'invasion et l'impact qui au début est assez lent, puis qui est exponentiel, et puis enfin qui va atteindre un plateau. Et on avait différentes phases de gestion qu'on pouvait faire en fonction de quand on était dans le temps par rapport au début de l'invasion. En fait, on a fait une étude qui s'appelle le coût de l'inaction, on a essayé de modéliser, donc c'est avec un mathématicien du Koweït, qui nous a fait un modèle assez complet pour montrer combien on perd à chaque année qu'on attend avant d'intervenir lorsqu'il y a une invasion. Et en fait, chaque année d'inaction va nous coûter plusieurs dizaines de millions par an par espèce. Donc c'est vraiment très important de gérer et de gérer rapidement. Enfin, certains secteurs d'activité sont fortement touchés. Vous voyez sur cette carte qu'il y a surtout du jaune, assuré ou pas assuré, et puis un petit peu de vert, c'est les impacts sur l'agriculture et les impacts sur la forêt. En fait, si vous regardez en mettant tout ensemble, donc le gris, on va dire ça compte pas, le gris c'est quand dans les études, ils ne précisaient pas le coût sur quoi, donc c'est tout mélangé, ou alors ils précisaient que c'était sur plusieurs trucs, mais sans faire la distinction. Et lorsque vous avez des couleurs, en fait, c'est lorsque c'était précisé. Vous voyez qu'il y a surtout du jaune, et donc on peut dire qu'on a surtout un secteur qui est impacté. Mais en fait, non, les coûts sont très hétérogènes. C'est le quatrième message. Si vous regardez maintenant exactement la même chose, mais par région dans le monde, vous voyez que ce n'est pas exactement la même chose. Alors c'est souvent l'agriculture quand même qui est en premier, mais il y a des endroits où la santé, par exemple, est aussi très importante, ou la forêt, etc. Et si maintenant vous regardez avec encore une dimension supplémentaire, vous avez toujours ici les différents pays, mais vous avez ici maintenant des différents groupes d'espèces, pour savoir quelles espèces sont importantes. Alors, le but, ce n'est pas de regarder précisément, hein, c'est pour ça que le but, c'est de voir que c'est le bazar. Mais il y a trois choses qu'il faut que vous regardiez. La première, c'est la taille des ronds, donc plus c'est grand, et plus c'est important. Donc vous avez ici les pays, et ici, par ligne, ce sont les groupes taxonomiques. Et puis vous avez toujours les mêmes couleurs qui vous indiquent si c'est l'agriculture, la santé, etc. Et puis, soit c'est plein, ça veut dire que c'était le premier secteur qui était indiqué, soit c'est vide, ça veut dire que c'est le deuxième secteur, le premier étant mix. Donc vous voyez, en fait, c'est très hétérogène. Et quand on vous dit c'est quoi les coûts économiques, c'est difficile de répondre. Souvent, la réponse, c'est « ça dépend ». Et surtout, si on me dit « c'est quoi les coûts économiques des plantes », ça dépend. C'est quoi les coûts économiques en Asie, ça dépend. Okay, donc c'est pour ça qu'en fait, on a fait plein d'études précises sur chaque pays ou chaque groupe taxonomique, etc. On a fait une étude sur la France, par exemple. Donc en France, si vous regardez cette carte qui a plusieurs couleurs, c'est ici une échelle à deux axes. Donc cet axe-là, c'est le nombre d'espèces envahissantes qui étaient prises dans la base de données InvaCost. Et ici, c'est le coût. Donc vous voyez que ça va de ici où on a peu d'espèces et où c'est assez peu coûteux, à ici où c'est très coûteux et beaucoup d'espèces. Et au total, lorsqu'on prend l'échelle basse, parce qu'on a beaucoup de variabilité, l'échelle basse, c'est 11 milliards en 25 ans. 11 milliards de pertes, plus que de dépenses, soit 368 millions par an. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout, négligeable, surtout que c'est une énorme sous-estimation, parce que dans InvaCost, on n'avait qu'une petite centaine d'espèces. Et si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai dit qu'on était plus près de 3000 espèces exotiques en France. Donc il y a plein d'espèces pour lesquelles il n'y a pas eu d'études et donc qu'on n'a pas pu intégrer dans notre base de données. Et ça me mène au cinquième point qui est souligné, c'est que les coûts sont grandement sous-estimés. Il y a 5 sources de sous-estimation dans notre base de données. D'abord, les coûts
qu'on a récupérés, c'est uniquement les coûts les plus robustes. Rappelez-vous, hein, on a mis de côté ce qui n'était pas très fiable ou ce qui était pas observé. Et donc, en fait, si on prend tout ensemble, on aurait 4 fois plus. On a pris qu'à peu près un quart du coût. Mais il y a aussi des coûts qu'on n'a pas trouvés, tout simplement. Parce que les rapports ne sont pas accessibles. Parce qu'au lieu de parler d'espèces envahissantes, ils ont parlé de nuisibles. Et donc, on n'a pas trouvé, en faisant nos recherches automatiques, on ne les a pas trouvés. Parce qu'il y a des rapports ou des articles, tout simplement, qu'on n'a pas identifiés, qui peuvent être dans d'autres langues. Même si on a fait 25 langues, on a raté certainement beaucoup de choses. Enfin, il y a des coûts qui sont manquants, tout simplement, qui ne sont pas dans la littérature. Là, ce n'est pas qu'on les a ratés, c'est qu'ils n'existent pas. Il existe de grandes lacunes taxonomiques. Il y a plein d'espèces qui n'ont pas été étudiées, tout simplement. Il y a aussi des lacunes géographiques, notamment tout ce qui est hémisphère sud est beaucoup moins étudié, à part Australie, Nouvelle-Zélande, que ce qui est en Europe ou en Amérique du Nord, par exemple. Et puis, il y a des lacunes d'efforts généraux de recherche et des lacunes temporelles. On commence beaucoup à faire ces études, mais dans le passé, elles existaient très peu. Enfin, il y a des coûts qui sont non monétisés, qui sont monétisables, mais qui ne sont pas monétisés. Par exemple, pour la santé, lorsqu'on a une espèce exotique envahissante qui fait des pertes de santé, souvent, on n'a pas une estimation des pertes de revenus des gens qui sont hospitalisés. C'est possible de le faire, mais ces études, elles n'existent pas. Les salaires des personnels soignants et de recherche qui sont mobilisés pour ça, souvent, ce n'est pas pris en compte. Les pertes d'éducation, c'est quelque chose qui peut être très important. Lorsque vous avez énormément d'enfants qui ratent l'école parce qu'ils sont malades à cause d'une espèce exotique envahissante, c'est des pertes d'éducation pour le pays et donc c'est des pertes économiques par la suite. Sans vouloir être cynique, c'est une des catégories qui va être affectée. Et puis, il y a des coûts qui ne sont pas monétisables du tout. C'est-à-dire des coûts qui sont non marchés. Par exemple, la valeur d'une espèce impactée. Si vous avez une espèce qui est éliminée par une espèce exotique envahissante, combien elle valait cette espèce? Si un écosystème dégradé, vous avez le Kilimandjaro, il vaut combien le Kilimandjaro? Et s'il est affecté par une invasion biologique, ça vaut combien? Donc ça, c'est non monétisable. Et donc, ces 5 sources-là, c'est une sous-estimation qui fait que, en fait, nos 2000 milliards, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. En fait, depuis ces 2019, on a fait d'autres études, et certaines de ces études, ça a été d'essayer de mesurer ce qu'on n'avait pas estimé, de mesurer cette sous-estimation. Et en fait, il y a 4 études qui sont très différentes parce qu'elles partent sur des modèles différents, etc., qui montrent qu'on pourrait avoir 6 fois plus de coûts que nos 2000 milliards, ou 500 fois plus, ou 1600 fois plus, ou entre 750 et 2200 fois plus. Donc des coûts très sous-estimés qu'on commence maintenant à peu près à mesurer. On mesure la sous-estimation. Et ces coûts, en fait, ils vont continuer à augmenter, parce qu'avec l'intensification du commerce mondial et le changement climatique, les invasions biologiques vont être à la fois plus fréquentes et plus répandues. On a une dette d'invasion, il faut à peu près 50 ans entre l'introduction et le moment où on arrive à voir ces impacts. On a une dette d'observation, le décalage entre le coût, la mesure du coût et la publication dans la littérature. Donc on va avoir de plus en plus de coûts qui vont sortir dans la littérature. On a aussi une intensification des invasions. Hein. Rappelez-vous, on n'a pas de saturation, on est encore en train d'augmenter les invasions. Et on sait que dans le futur, avec l'augmentation du commerce mondial, on va avoir plus d'introductions. Et avec l'augmentation du changement climatique, on va avoir plus d'établissements. Donc en résumé, les coûts économiques des invasions biologiques sont gigantesques. Ils sont croissants, ils croissent très vite. Ils sont subis, c'est surtout des pertes et des dommages, et c'est très peu de la gestion. Ils sont très hétérogènes et ils sont très sous-estimés. Mais quand même, on voit qu'ils sont problématiques et qu'ils doivent être, les invasions biologiques doivent être prévenues, gérées, étudiées, etc. Mais, et ça en fait, on va le voir tout à l'heure, mais c'était un petit peu pour moi le prétexte, cette étude-là. C'était pour essayer d'alerter un petit peu, et ça a très bien marché, sur les coûts économiques. Ça a fait énormément de bruit, plusieurs centaines de reprises dans les médias internationaux,
auditions au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans plusieurs ministères, etc. Ça a un peu secoué les gens, ces chiffres-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les pertes de la biodiversité. C'est vraiment encore le problème principal. L'argent, on va dire que c'est secondaire dans la problématique et l'ampleur des invasions biologiques. Et donc, la question, c'est l'impact écologique. Et surtout, est-ce qu'on peut faire la même chose avec les impacts écologiques? Donc cette partie, je vais aller assez brièvement parce que c'est un programme qui est on est en train de le faire. On a commencé depuis 2 ans. Il va nous falloir peut-être 5 ans pour le faire, si on arrive à le faire, parce qu'on est en recherche de financement. C'est donc la recherche en train de se faire. Est-ce que c'est possible? Le problème, c'est qu'il y a 2 défis majeurs par rapport à l'économie pour faire à peu près la même chose. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de types différents d'impacts qui sont difficilement comparables. Rappelez-vous, je vous ai dit la semaine dernière, il y avait 19 types d'impacts. Et donc, on a besoin d'essayer de standardiser tout ça. Et pour standardiser des impacts très différents, il nous faut une métrique commune. Et pour faire ça, il faut qu'on arrive à faire une typologie de tous les types d'impacts, et puis après qu'on pondère tous ces impacts, savoir s'il y en a qui sont plus importants que d'autres. Donc les 19 types d'impacts, rappelez-vous, je vous avais mis quelque chose comme ça. On ne va pas les détailler, mais je vais quand même vous en présenter 5 assez rapidement, pour vous montrer juste à quel point ils sont différents les uns des autres. Le premier, c'est la modification de l'hydrologie et de la qualité de l'eau et ou de l'humidité des sols, ce type d'impact-là. L'exemple, c'est la jacinthe d'eau qu'on a vu déjà, une plante aquatique flottante. Elle envahit de nombreuses régions. Et là, elle va altérer l'hydrologie, la qualité de l'eau des rivières et des lacs, et des eaux humides également. Elle bloque la lumière du soleil en dessous, donc elle réduit les niveaux d'oxygène, elle augmente l'évaporation et elle modifie les cycles des nutriments. Vous imaginez, hein, tout ce qu'il y a en dessous, là, ça n'a plus de lumière, il n'y a plus rien qui pousse, etc. Un type complètement différent, c'est la perte de biodiversité génétique. Les espèces, lorsqu'elles sont introduites, des fois, elles vont se reproduire avec les espèces locales et elles vont faire des hybrides qui vont donc affecter l'espèce locale puisqu'elle ne sera plus aussi unique qu'elle l'était avant. Alors, il y a plein d'exemples. L'exemple que j'ai mis ici, c'est le canard colvert. Il est introduit un petit peu partout dans le monde, intentionnellement ou accidentellement, et en fait, il va s'hybrider avec les canards indigènes lorsqu'ils sont assez proches, par exemple le canard hawaïen ou le canard noir américain, et ça va donner des lignées qui seront perdues, des lignées génétiques distinctes qui seront perdues. Parce qu'une fois que vous avez des hybrides, c'est dans la population, quoi. Troisième type d'impact des espèces invasives, au niveau écologique, très très différent, modification du régime des incendies. Vous avez des plantes comme l'agropyre qui envahissent de nombreux pays, en Amérique du Nord, en Europe, Australie, Asie. Et en fait, c'est des plantes qui vont modifier les régimes d'incendie. Ça va augmenter la fréquence des incendies, ça va augmenter l'intensité, l'étendue de ces incendies. Et même si les plantes locales sont habituées, ont évolué pour avoir des cycles d'incendie, pas des cycles aussi fréquents ou intenses. Et ça va donc endommager la végétation indigène, faciliter la propagation d'autres plantes envahissantes et modifier les propriétés du sol. Quatrième exemple, la perte de fonction écologique. Par exemple, les tourneaux, qu'on a vu déjà la semaine dernière, il est introduit en Amérique du Nord et en fait, il s'est répandu dans les 50 États américains, également Canada et Mexique. Et là, il est en concurrence avec les oiseaux indigènes. Là, c'est lui. Il est en concurrence pour les cavités, par exemple avec les pics, ou pour les sites de nidification et les ressources alimentaires. Et ça, cette compétition, elle va poser des problèmes sur la dynamique des populations d'oiseaux locales, la structure de leur communauté, et la fonction qui est perdue, là, c'est la fourniture d'habitat, de nidification. Mais j'aurais pu vous parler de plein d'autres fonctions écologiques différentes. Et dernier exemple, la perte d'espèces, je l'ai mis en dernier parce que c'est ce à quoi on pense en général, et je vous ai parlé la semaine dernière du problème de l'euglandine qui a été introduit dans les îles du Pacifique pour contrôler la catine, l'escargot géant d'Afrique, et qui est responsable de la perte de près de 60 espèces d'escargots locales et souvent endémiques, et qui a causé la perte d'extinction donc définitive. Donc des types d'impact très très différents, qu'on a ici classés en 5 niveaux différents écologiques.
Et donc, pour ça, on a essayé de les pondérer, après, de savoir s'il y en avait qui étaient plus importants que d'autres. Alors, pour des raisons de temps, je vais, parce que j'ai parlé un petit peu lentement au début du cours, je vais passer sur les détails, mais tout ce que je vais vous montrer ici, c'est que en fonction de l'habitat marin terrestre ou en fonction du groupe d'espèces invasives, en fait, la pondération qu'on peut leur donner est très différente. Si on regroupe le tout, on a quand même, en fonction de nos 6 niveaux, ici, on a quand même cette courbe, grosso modo, qui montre qu'on peut donner un poids aux 19 types d'impacts différents. Donc, une fois qu'on a tous nos types d'impacts et qu'on a un poids, eh bien, l'idée, c'est de trouver une métrique commune pour tous ces types d'impacts. Comment est-ce qu'on va réussir à mélanger ces choses qui sont aussi différentes en une seule unité? Et en fait, là, l'idée, ça a été de faire bosser un petit peu des petits génies, des gens qui... enfin, faire bosser la communauté pour essayer de trouver globalement comment faire. Et pour vous expliquer, je vais faire appel à quelqu'un qui va vous expliquer mieux que moi. Ça va durer 1 minute à peu près, et normalement, ça va bien vous expliquer. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un projet assez innovant. Je ne sais pas si on entend. Qui commence par un workshop de 10 jours que j'organise ici en Provence et dont l'objectif... Est-ce que vous entendez dans la salle? Ouais? Ok, c'est reparti. ...est de trouver l'introuvable. Quelque chose que notre discipline n'a jamais réussi à trouver pendant 50 ans. Moi, je suis écologue, je travaille sur la perte de la biodiversité. Et une des 5 grandes causes de perte de biodiversité, ce sont les invasions biologiques. C'est quand on prend une espèce et qu'on la met dans un écosystème où elle n'a pas évolué, par exemple sur un autre continent. C'est quelque chose qui est beaucoup moins connu que le changement climatique, la pollution, la déforestation. Ces espèces, lorsqu'elles sont dans un écosystème, elles posent tout un tas d'impacts écologiques qui sont assez différents les uns des autres. Par exemple, le déclin d'une espèce locale, voire l'extinction d'une espèce locale, l'érosion des berges, la qualité de l'eau, la composition du sol, la dispersion des graines ou la pollinisation. Et c'est ça qu'on voudrait essayer de trouver. On voudrait essayer de trouver une mesure unique pour tous ces types d'impacts écologiques. Ça nous permettrait, par exemple, de comparer l'impact de la perche du Nil dans le lac Victoria, au Kenya, et l'impact de la jacinthe d'eau dans ce même lac. Comparer l'impact des lapins introduits en Australie avec l'impact des lapins introduits en Argentine. C'est 2 impacts différents parce que les écosystèmes sont différents, même si c'est la même espèce. Ça nous permettrait d'apporter une prise de conscience plus importante auprès du public, auprès des décideurs. Puisqu'on n'y arrive pas de manière classique, on va essayer de prendre un angle complètement original. Je vais réunir 25 petits génies de toutes les disciplines et du monde entier, des mathématiciens, des informaticiens, des physiciens, des économistes, des psychologues, en leur demandant de réfléchir à ma question, un problème que nous, dans notre discipline, on pense être insolvable, et on va voir si ça va marcher. Puis une deuxième partie qui va prendre cet objet un petit peu abstrait que les créatifs auront créé et qui vont essayer de le transformer avec des jeux de données réels pour voir si ça marche vraiment. Il y a le spécialiste des fourmis, le spécialiste des poissons, le spécialiste des plantes aquatiques, le spécialiste des oiseaux. Et ça, en fait, ça doit être alterné avec des périodes de pause. On va aller faire une balade dans la forêt, on va aller faire une visite culturelle dans le coin. D'abord parce que c'est très fatigant de penser. Et puis parce que le fait de faire une pause, ça va leur permettre de trier un petit peu les informations qu'ils ont eues, de voir le problème sous un angle un petit peu différent. Et au final, ça va permettre d'arriver à optimiser l'énergie cérébrale de tous ces gens. Les idées qui ont émergé sont excellentes. Il est possible qu'on arrive à l'impossible, qu'on arrive à trouver cette unité unique, une nouvelle unité, une nouvelle façon de mesurer des choses qui sont fondamentalement différentes. Voilà, alors spoiler alerte, d'un projet assez innovant. On a réussi. On coche ici. C'était vraiment pas gagné, hein, mais tous ces petits, ce que j'appelais mes Sheldon Cooper, quand je les ai contactés, que je leur ai dit, voilà, on a un problème en biologie des invasions, ça fait 50 ans qu'on essaye de le faire,
c'est impossible, on n'y arrive pas. Et donc, on voudrait vous enfermer 9 jours dans un truc où vous n'aurez pas votre email, où vous ne pourrez pas sortir, et où vous ne pourrez que bosser là-dessus avec d'autres scientifiques, d'autres disciplines. J'avais choisi quand même que des gens qui étaient très expérimentés, habitués à travailler à l'interdisciplinaire, à résoudre des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes épineux, pour la première partie. La deuxième partie, c'était des experts plus jeunes de biologie des invasions. Et tous m'ont répondu, mais c'est complètement impossible à faire, ce truc, donc oui, je viens. Ça a été vraiment une expérience scientifique extraordinaire, parce que ils sont tous quand même un peu barrés, quoi. Et franchement, c'était assez spécial de travailler avec des gens aussi spéciaux. Ça a bien marché, donc. On a réussi à résoudre notre premier défi majeur. Le deuxième défi majeur, c'est qu'on a beaucoup plus d'études scientifiques à éplucher que pour les coûts économiques. Parce que les coûts économiques des invasions biologiques, qui sont faits par des écologues ou par des économistes de l'environnement, ou par les deux, en fait, c'est quand même assez marginal, on va dire. Mais des impacts écologiques faits par des écologues, là, tout le monde fait ça. Et donc, on a, alors là, j'ai mis plus de 30 000 études. On pense qu'on doit en avoir 50 000, peut-être même 75 000. Les coûts économiques, on avait 2 000 études qu'on a épluchées. Donc, on ne peut pas se permettre de faire ça à la main comme on l'a fait précédemment. Et là, il va falloir concevoir un système automatisé d'extraction de ces dizaines de milliers d'articles pour extraire nos dizaines de descripteurs de chaque impact écologique. Et donc, on a créé une IA pour récolter les données des études et établir, cette fois-ci, ça s'appelle InvaPact pour l'impact, c'est plus InvaCost pour le coût, sur une base de au moins 30 000 études déjà identifiées. Et là, on est à la phase finale de test. On compare, en fait, on est en train de comparer les performances de précision ou de taux d'erreur de notre IA par rapport au taux d'erreur on a pris 39 experts qui vont extraire de la même manière les données sur 600 articles, et on va voir qui c'est qui gagne. Et en fait, pour l'instant, spoiler alerte, l'IA est bien plus performante que même les experts. Donc voilà, on est en train de résoudre ce deuxième défi majeur, et grâce à ça, on va pouvoir faire notre énorme base de données avec tous nos descripteurs. On en a, je crois, pour l'instant, on en a 106 descripteurs des impacts écologiques sur, j'imagine, des dizaines de milliers d'impacts différents. Une fois, alors évidemment, d'abord, il faut qu'on arrive à récupérer tous les articles scientifiques de notre base de données. Donc, on va l'extraire avec notre intelligence artificielle. On va pouvoir extraire donc, ces données automatiquement, les transformer pour pouvoir avoir notre métrique. Et donc, une fois qu'on aura notre métrique, on va pouvoir faire des études d'impact. Donc, par exemple, l'impact d'une espèce, une espèce de lépidoptère envahissante dans le monde. Où est-ce que l'impact est plus important, où est-ce qu'il est moins important? Ou alors, on pourra faire des études de plein d'espèces à un seul endroit. Toutes les espèces de plantes terrestres en Australie, par exemple. Où est-ce que les impacts vont être les plus importants? Et comme ça, on peut regarder plein de choses. Pour l'instant, on a listé. On va refaire un nouveau workshop à l'automne avec, cette fois-ci, j'espère, à peu près 70 experts de plein de groupes taxonomiques, de types d'impact écologique, d'habitat, etc. Et là, on va essayer d'analyser la base de données et de faire des études scientifiques, des études statistiques. Et on a déjà listé plus d'une centaine d'études possibles sur cette base de données. Voilà, donc en conclusion, comme pour les coûts économiques, on espère pouvoir quantifier les impacts écologiques de différentes espèces, dans différentes régions, différents habitats et différents écosystèmes, pour une meilleure compréhension des invasions biologiques, pour une meilleure compréhension scientifique de la recherche, et également pour une meilleure prise de conscience, parce qu'on va pouvoir enfin quantifier ces impacts, non pas cas par cas, mais vraiment de manière plus globale. La conclusion donc finale, c'est que les invasions biologiques sont réellement problématiques, ont des impacts économiques et écologiques majeurs. La quantification de ces impacts participe à une meilleure connaissance. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va être suffisant pour une meilleure prise de conscience pour la gestion, ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes sous-jacents?
Et ça va faire l'objet du cours numéro 3, les autres problèmes sous-jacents. Étant donné leurs effets, pourquoi les invasions biologiques ne sont-elles pas plus reconnues comme un problème majeur? Est-ce qu'on est en présence d'un déni de science ou d'une discipline un peu particulière? Je vous ai mentionné tout à l'heure que j'avais été, suite à la publication de tous les coûts, et notamment les coûts en France, j'avais été auditionné par le Sénat, par l'Assemblée nationale. J'ai été dans plusieurs ministères sur leur demande pour leur expliquer. Et donc, moi, je m'attendais à un raz-de-marée en termes de législation ou de régulation. Non, depuis, c'est le calme plat, il ne s'est rien passé. Enfin, il s'est passé plein de choses au niveau politique, mais pas là-dessus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, malgré le fait qu'on a des effets très importants, on n'a pas vraiment une réaction comme on a pour le changement climatique, pour la pollution, etc. Donc ça, ce sera le cours 3. Et là, le cours est terminé et on va embrayer après un quart d'heure de pause avec un séminaire qui va donc aller un petit peu plus dans la compréhension de l'économie de l'environnement, notamment sur la science des invasions. Et j'insiste à nouveau pour que vous assistiez à ce séminaire qui va être, je pense, très très intéressant. Je termine en remerciant les personnes qui ont participé au premier plan dans mon équipe à InvaCost et à InvaPact. Alors à InvaCost depuis 2014. Ça, c'est que les gens de mon équipe, mais vous avez vu dans le cours qu'il y a plus de 150 chercheurs déjà qui ont travaillé sur InvaCost. Sur InvaPact, on est déjà plus que 80 au bout de 2 ans. Donc il y a vraiment beaucoup de monde. Donc je les remercie. Tout ça, c'est grâce à eux. Et je vous remercie également pour votre attention. Je suis ouvert aux questions.